Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre la réflexion sur la métamorphose. Vous avez évidemment pris connaissance de l'invitation transmise par Pascal, et il est question de la métaphysique de la métamorphose. Alors je rappelle, la métaphysique, c'est la réflexion qui porte sur notre représentation du monde. Métaphysique de la métamorphose, ou on pourrait dire aussi métamorphose de la métaphysique. On peut l'entendre dans les deux sens. Car la métaphysique subordonne notre manière d'être au monde, donc détermine des modalités relationnelles et par conséquent nos rapports sociaux. La métamorphose métaphysique semble être une condition nécessaire de la métamorphose sociétale. Alors, mon propos est d'exposer un point de vue métaphysique radicalement autre. Si on cherche une métamorphose sociétale, on peut se dire qu'il est intéressant, utile, de transformer radicalement notre métaphysique. Donc, une métaphysique radicalement autre qui, de fait, et on l'a vu la dernière fois, télescope certains postulats de la science. En complexité, nous avons intérêt à examiner des points de vue divers, voire contradictoires, sur un même sujet. Pour information, je relie en outre la métaphysique de la métamorphose au sujet que traite Edgar Morin dans le volume 3 de la méthode, intitulé « La connaissance de la connaissance », au chapitre « La pensée symbolique ». Je trouve ce chapitre très intéressant et il peut éclairer assez bien notre problématique. Donc mon intention est de vous proposer une expérience de pensée. L'expérience de pensée consiste à adopter provisoirement une proposition métaphysique alternative pour en déduire des implications sociétales possibles, voire plausibles. La compréhension, qui n'est pas forcément l'adhésion, j'insiste bien, est la base sur laquelle un dialogue fécond, voire un désaccord fécond, peut s'établir. Donc, nous allons donner la parole à Pascal, qui a souhaité s'exprimer sur le sujet métaphysique, sur le sujet lui-même et ses corollaires, qui a souhaité faire des commentaires, voire même émettre des objections. Donc, je pense que c'est intéressant que l'on prenne connaissance du point de vue de Pascal et qu'on confronte aussi des arguments. Mais au préalable, je vais compléter mes réponses de la fois dernière. Alors à Gilbert, je ne sais pas si Gilbert est là. Oui, Gilbert. À Gilbert, au sujet de la concordance de mon propos avec la philosophie de Spinoza. Voilà, je pense qu'on peut éclairer un petit peu plus. Et à Patrick Tonnet, sur la question de l'éveil. Et puis aussi à Catherine, sur l'anthropologie culturelle de Descola, mais dans un second temps, parce que je crois que Pascal y fait référence aussi. Évidemment, ça n'épuise pas tous les sujets qui ont été évoqués il y a un mois et que j'ai consignés, je ne l'oublie pas, mais je pense qu'on va être obligé d'inscrire ces réflexions dans la durée. Alors, dans un premier temps, sur le dualisme dans la philosophie de Spinoza, je rappelle Spinoza, 1632-1677, philosophe néerlandais. Donc Gilbert m'avait demandé si le spinozisme était compatible avec la métaphysique moniste dont je parle. Moniste, c'est un nom pas très familier, mais c'est le contre-pied du dualisme. Dualisme de la substance et de la conscience. Donc le monisme réunit ces deux catégories. J'ai répondu oui à Gilbert parce qu'il avait justement pointé que le spinozisme est un immanentisme. Alors l'immanence, c'est quand la nature possède en elle-même les ressources de son propre changement sans intervention extérieure. Dans une vision déiste des choses, on a une intervention extérieure qui régit le monde et c'est la transcendance, mais l'immanence, c'est l'inverse. Selon Spinoza, corps et âme sont des attributs d'une même substance.
Ma réponse, alors je précise sur Spinoza, parce que ma réponse a été remise en question par un étudiant en sociologie après la séance, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas son prénom, au motif de, je cite, l'hyperdéterminisme de Spinoza, mais je n'ai pas compris l'objection et je persiste dans ma réponse à Gilbert. Spinoza conçoit une substance unique, absolument infinie et constituée d'une infinité d'attributs qu'il appelle Dieu. Mais pour Spinoza, qui a d'ailleurs été considéré comme athée et d'ailleurs banni de sa communauté juive pendant 23 ans pour hérésie, Dieu n'est pas extérieur au monde, mais immanent à la nature. Il n'est donc rien d'autre que la nature. L'option de Spinoza est finalement, c'est le panthéisme. Dieu, selon Spinoza, ne relève pas d'une transcendance dualiste. Disons que Dieu n'est rien d'autre que l'existant dans ma propre terminologie. Selon Spinoza, notre sensation d'une chose révèle davantage la nature de notre organisme que celle de la chose en soi. On rejoint par là l'idée que je porte que le monde et la conscience sont un même être. Alors oui, Spinoza m'apparaît bien comme un défenseur du monisme. Et en cela, mon propos est en cohérence avec le spinozisme. Voilà le petit complément que je voulais te faire, Gilbert. Et puis, en même temps, peut-être vulgariser un tout petit peu la pensée de Spinoza. D'ailleurs, à propos de Spinoza, on peut lire l'ouvrage de Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza. Très intéressant et plus facile à lire que Spinoza. Et sur un mode plus distrayant, il y a un roman en 3 volumes d'Irving Yalom, Le problème Spinoza. Oui, très bon. Voilà, donc je ferme la petite parenthèse sur Spinoza et juste maintenant évoquer la question de l'éveil soulevée par Patrick. J'avais dit que ce n'était pas un mot de mon vocabulaire parce que je m'étais rendu compte que la notion pouvait déranger, considérant qu'il y aurait les éveillés et les autres non éveillés, et on voit bien le problème en effet. Mais je vais nuancer et en profiter pour faire une petite leçon de complexité. Éveillés, non éveillés, ce sont des états. En complexité, on voit les choses de manière dynamique, plutôt en termes de processus qu'en termes d'état. Dès lors, parlons du processus d'éveil. Et ajoutons que l'éveil peut être vu comme l'élargissement de la conscience, pour fixer un peu les idées. Dans ces conditions, je peux très bien parler d'un processus d'élargissement de la conscience, pour faire court, un processus d'éveil. Et ça correspond bien à mon message, et ça ne renvoie pas à une catégorisation des personnes. On est tous en chemin dans un processus d'éveil. Donc, vous voyez par là que un réflexe mea culpa, je n'ai pas eu la présence d'esprit en situation, un réflexe de la pensée en complexité qui se représente les phénomènes de manière dynamique et qui résonne préférentiellement sur la notion de processus. Voilà, c'était l'occasion de souligner à propos de l'éveil. Donc je vais réhabiliter le mot éveil, mais en le considérant comme un processus qui concerne tout le monde. Et qui n'est jamais terminé, hein, parce que le processus prend toute la vie. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors pour la question d'Escola, je pense qu'on verra ça tout à l'heure, Pascal. Si tu veux. Alors, écoutez, je vais passer la parole à Pascal et je te remercie d'avoir bien voulu te pencher sur mon sujet ésotérique et peut-être un peu ardu aussi d'un certain point de vue. Merci Jean-Yves. Non, ne me remercie pas, c'est moi qui te remercie. Hein. C'est le col de signe, Ah. Pour avoir le micro public, ouais, voilà. Ah, pardon. C'est moi qui te remercie parce que tu nous fais une proposition qui est courageuse, massivement contre-intuitive. Excusez-nous le petit intermède technique. Mais... Ah. Donc, je disais qu'il fallait un certain courage pour défendre cette position. Et moi, je
je suis reconnaissant de ça. L'UPEM, ça doit être un lieu de débat. Et on va probablement débattre ici, nous deux, mais le public, vous tous, vous êtes évidemment conviés à participer à cet échange. Cet échange qui doit se passer évidemment dans une logique de respect, de construction, voire d'amitié, et qui vise à essayer d'avancer collectivement. Alors moi, je voulais dire que d'abord, j'ai un accord assez profond sur un certain nombre de choses. Et je pense que c'est d'abord ça qu'il faut dire. Si on se connaît, c'est parce qu'on a tous les deux évolué dans l'univers des approches de la complexité. Toi, avec ton parcours plus ingénieur, plus sciences de la matière, et moi, plus sciences sociales. Toi, plus Jean-Louis Lemoigne, et moi, plus Edgar Morin. Bon, mais ça ne fait pas beaucoup de différence, ça fait une convergence assez claire. Ensuite, je crois qu'on a probablement, mais il faudrait s'en assurer, mais c'est ma conviction, un accord assez profond sur ce qu'on définirait comme étant une société qui correspondrait à la métamorphose. Je pense que là-dessus, ça me semble assez clair. Donc on est, me semble-t-il, en accord sur la perspective. Là où il peut y avoir débat, et je crois qu'il doit y avoir débat, c'est sur cette proposition métaphysique que tu nous fais. Non pas qu'elle soit inintéressante, très très loin de là, mais elle suscite évidemment beaucoup d'interrogations. Et je voudrais m'en faire un peu l'écho, tout en signalant le courage qu'il t'a fallu pour défendre cette position. Hein, parce qu'elle est, tu dis orthogonale, c'est assez clair que c'est orthogonal par rapport aux conceptions dominantes. Alors je vais jouer un petit peu, si vous voulez, à contre-emploi, parce que généralement, ce que je fais, c'est critiquer des postures classiques ou de collègues scientifiques. Et là, je vais un peu défendre la science. Donc, vous voyez, c'est un peu étrange. Mais mon sentiment, pour entamer le vif du sujet, mon sentiment, c'est que, me semble-t-il, tu jettes un peu trop vite le bébé de la science, ou je dirais plus exactement des sciences, parce qu'il faudrait débattre aussi de ça. Hein, simplifie beaucoup en disant la science, c'est pas vrai, ça n'existe pas la science, il existe des sciences. C'est déjà quelque chose qu'il faut discuter. Tu jettes un petit peu ce bébé pluriel constitué par les sciences avec le grand bain, certes discutable, voire délétère ou mortifère, de la techno-écono-science. Et ce n'est pas, me semble-t-il, la même chose. Je suis d'accord avec la critique que tu fais sur une certaine forme de clôture, voire d'arrogance, de fermeture. Voilà, ça me semble assez clair. Ah, il faut se souvenir, moi j'ai cité cette phrase célèbre de Shakespeare qu'il met dans la bouche d'Horatio dans Macbeth, il y a plus de choses sur la terre et au ciel que l'en compte toute notre philosophie. Alors philosophie, il faut l'entendre au terme de connaissance. Le monde est beaucoup plus riche que les représentations qu'on peut s'en faire. Et ça, les scientifiques l'oublient très souvent. Et ils nous restreignent à leur vision. Et cette vision-là, elle a un périmètre de légitimité, de validité, on pourra en discuter, mais enfin, elle ne peut nous parler que de quelque chose qu'elle comprend avec les cadres qui sont les siens. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres perspectives. Par exemple, quelque chose qu'on sous-estime très souvent, c'est ce que les spécialistes appellent la sous-détermination des modèles par les données. Qu'est-ce que ça veut dire derrière le mot un peu compliqué? Ça veut dire que pour rendre compte de données, c'est-à-dire d'observations, il y a plusieurs modèles possibles. Et on s'en tient généralement au premier qu'on trouve. D'accord? Et on dit c'est la vérité.
Évidemment, non. C'est une possibilité de rendre compte des données. D'accord ? Bon, voilà. Mais ça, vous avez beaucoup de scientifiques qui, parce que c'est difficile de trouver des modèles, et dès qu'ils ont un modèle, c'est bon. Et c'est une manière de clore le débat. Ensuite, ça peut être discuté avec des avancées, etc. Mais vous voyez, ce type de comportement. Le type de comportement qui consiste à une forme d'arrogance à l'égard de tout propos qui ne correspondrait pas au cadre de conception et de validation de la science. Je trouve ça insupportable. Mais je maintiens que la connaissance scientifique, en dépit de ces errements, nous est vitale. Et je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faudrait, en quelque sorte, la considérer comme une connaissance parmi d'autres, à l'égal des autres. Autrement dit, je ne suis pas un anarchiste épistémologique, qui renvoie à Paul Feyerabend. Ce que Jean-Yves, me semble-t-il, est un petit peu. Et il assume, mais c'est très bien. Si. Hein, bon, sans doute aussi les parcours. Hein, moi, je ne suis pas omniscient, je parle de quelque part. Jean-Yves aussi. Hein, Jean-Yves, il a quitté l'institution scientifique. Moi, je ne l'ai pas quitté. Ça peut aussi expliquer, si vous voulez, ou en tout cas faire partie du contexte. Hein. Moi, j'ai passé 40 ans à l'université. Et si aujourd'hui je disais la science, c'est rien du tout, ou c'est à l'égal de n'importe quel discours du type du Café du Commerce, je trouverais un manque de valorisation de moi-même. Donc il ne faut pas être dupe. Hein, il ne faut pas être dupe de tout ça. Hein. Néanmoins, la critique que tu fais, me semble-t-il, s'adresse, alors fondamentalement c'est vrai à la science, mais plus, me semble-t-il, dans ses implications, dans sa dureté même, à la technoscience. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La science, c'est un projet de compréhension, d'explication du monde. Alors, effectivement, on discutera ensuite, est-ce que c'est le dualisme qui permet cette science-là ? Non. Mais la technoscience, et plus encore la techno-éco-science, qui est aujourd'hui le régime dominant, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a plus de chercheurs dans les groupes privés que dans les institutions publiques, et même dans les institutions publiques, on nous demande en permanence les conséquences, les effets économiques de nos recherches. Enfin, ça n'a plus rien à voir, ou très peu en fait, avec le souhait, l'ambition initiale qui est celle de mieux comprendre. Il s'agit d'alimenter le marché. Bon, et ça, tu ne le traites pas. Et là-dessus, moi, je suis je prends un peu de distance par rapport à ta position parce que je crois que tu passes à côté d'un élément tout à fait essentiel, qui est peut-être plus important que le dualisme, qui est cet asservissement, le mot est fort, mais moi je l'assume, hein, cet asservissement des champs de l'activité humaine à la logique économique. Alors peut-être qu'en arrière-fond, il y a du dualisme, mais si tu passes à côté de ça, à mon avis, tu passes à côté de quelque chose, comme disait Max Weber, la puissance décisive de notre temps. Je suis même prêt à penser que, quand bien même nous adopterions du monisme, on aurait un capitalisme moniste. Et je ne crois pas à la possibilité, si on n'intègre pas cette puissance-là, la manière dont elle nous rend, elle nous donne le monde, elle nous donne des perspectives par rapport au monde, elle nous donne des ambitions, des satisfactions, etc. Rien n'est possible.
Autrement dit, moi, à mes yeux, c'est moins fondamental au sens de fondement, mais c'est plus important que la question de la métaphysique. C'est, me semble-t-il, quelque chose qu'il faut vraiment... Alors, je suis ici dans le lieu de la meilleure faculté économique de France. Donc, vous imaginez ma difficulté à vivre. Alors, je voudrais te poser cette question-là. Est-ce que tu ne te trompes pas de cible ? Alors, la trompe de cible. Si tu permets, je vais préciser quelques petites choses avant. D'abord, sur l'influence des maîtres. Jean-Louis Lemoyne m'a effectivement beaucoup influencé sur la question épistémologique, avec le constructivisme pragmatique, mais je ne sous-estime pas l'apport d'Edgar Morin en ce qui me concerne sur bien d'autres plans que Jean-Louis Lemoyne avait du mal à appréhender, et notamment dans le registre subjectif, cognitif, et aussi l'humanisme d'Edgar Morin qui transpire dans tout ce qu'il a produit. Donc, je veux dire que je me revendique aussi largement, au moins autant, d'Edgar Morin que de Jean-Louis Lemoyne. Voilà. Alors après, pour répondre plus précisément aux questions que tu as soulevées, tu fais une partition, finalement, technosciences-sciences. Et moi, j'ai un peu une vue un peu différente là-dessus. Je l'envisagerais sur deux plans, le plan éthique et le plan épistémologique. Je considère que la science est indéfiniment comptable, moralement responsable de toutes ses applications. Même les sciences les plus fondamentales, les plus déconnectées des applications, pour moi, il y a un continuum éthique entre la science la plus éthérée et la technoscience la plus prosaïque. Je ne disjoins aucune science, même fondamentale, de ce qu'elle génère dans le champ socio-cognitif et économique. C'est d'ailleurs un principe maurinien que de ne pas disjoindre. L'éthique en science est bien totalement celle de son utilité. Alors tu as évoqué la métaphore du bébé, on ne jette pas le bébé science avec l'eau du bain, technoscience. Qu'est-ce que le bébé science? Est-ce que c'est un noyau innocent et pur, c'est-à-dire éthiquement neutre? La neutralité de la science, ou même la neutralité de certaines sciences, pour moi, c'est une imposture. Toute science s'inscrit dans des contextes sociologiques, politiques, économiques, et agit sur ces contextes. Et de toute façon, même sans invoquer cela, en soi, la neutralité est de fait allégeance à l'ordre établi, qui est toujours l'ordre des dominants, et position qui est bien évidemment loin d'être neutre. Voilà, en condensé, une réponse sur cette vision dualiste de la technoscience et de la science. Après, sur le plan épistémologique, de mon point de vue, ce qui caractérise le mieux la pensée scientifique, c'est une rationalité fermée. Fermeture symbolique, fermeture cognitive, fermeture culturelle, fermeture méthodologique, fermeture métaphysique, fermeture réflexive. Alors, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais juste peut-être quelques expressions clés pour chacune. Fermeture symbolique, c'est-à-dire se positionner en dehors de l'objet d'étude. Fermeture cognitive, rejeter l'émotion, l'intuition, l'irrationnel. Fermeture culturelle, faire allégeance à la culture scientifique d'appartenance, c'est-à-dire les scientifiques, les acteurs du champ scientifique font allégeance à une culture particulière.
Ça se traduit par les modalités de publication, etc., avec la proposition des productions au pair. Enfin bref, il y a quand même une certaine allégeance qui est faite à une culture et d'appartenance. Fermeture méthodologique, j'évoque la rigidité normative sur la méthode de pensée. Fermeture métaphysique, c'est le réductionniste matérialiste. Et fermeture métaphysique, eh bien, non, pardon, la fermeture métaphysique, c'est le réductionnisme matérialiste. Et puis, on a aussi l'absence de réflexivité épistémologique et éthique. Ça, c'est la fermeture, c'est un autre type de fermeture. Donc, la science ne s'impose pas d'exigences épistémologiques et éthiques poussées. Bon, bref, vous voyez ce que j'entends par fermeture, et ça me paraît être assez caractéristique de ce champ de la pensée qui fait preuve d'une rationalité fermée. La pensée en complexité fait au contraire preuve d'ouverture et de dialogique. Je défends donc l'idée d'une science absolument ouverte, une métascience, à la fois science, philosophie, métaphysique, transculturelle et transdisciplinaire. Donc c'est vraiment totalement autre chose que la science telle qu'on l'entend en ce moment. Et c'est exactement une métamorphose vers une science humaniste. Voilà, alors ça c'est sur le plan éthique et le plan épistémologique. Et après sur la question de la hiérarchie que tu proposes entre l'économie et la métaphysique, eh ben, il me semble que la métaphysique, qui est notre représentation du monde, détermine des manières d'être au monde, une manière d'être au monde qui se décline après dans les modalités relationnelles, dans les modes de pensée, etc., et donc détermine le fonctionnement de la société et en particulier de l'économie. Il me semble que si on transforme notre vision du monde, on transforme notre manière d'être au monde et que de fait, ça transforme l'économie. Voilà, disons que moi j'ai tendance plutôt à inverser la hiérarchie que tu faisais. Bon, je souhaiterais te répondre, mais on va donner la parole aux auditeurs. Catherine, est-ce qu'on peut passer le micro à Catherine ? Ça marche. Donc il faut dire son nom, c'est ça ? Catherine. Catherine. Je pense bon, ta position sur la science est elle-même un peu réductionniste quand même. Mais bon. À qui tu t'adresses là ? À toi. Oui. Je suis un peu d'accord avec Pascal. Mais c'est pas grave parce que bon, dans le monde de la science, comme tu le sais, il y a aussi pas mal de gens qui s'intéressent à la complexité. Tu es bien placé pour le savoir. Mais moi, je pense qu'il y a un problème qui est plus de l'ordre. Alors, est-ce que c'est de l'ordre pour les aspects des technosciences, de la technologie ? Moi, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut viser, qui est le problème d'une espèce d'ambivalence de l'invention technique. C'est-à-dire que je pense que à la racine de l'invention technique, il y a quelque chose qui ressort vraiment du vivant. Enfin, moi, j'aime bien Bergson. Et Simondon s'est beaucoup inspiré de Bergson pour penser le fonctionnement du schème technique dans l'imagination et dans l'invention. Et même si on remonte à Aristote, etc., en fait, il pense la vie sous forme d'un schème technique, en fait. Et on peut faire ce parallèle aussi avec l'invention en art. Et je pense qu'une des sources, on va dire, d'une sorte de péché originel, toi tu vois la science, mais il y en a d'autres, il y a cette ambivalence de l'invention technique qui a toujours cette menace, bon c'est Stigler quoi, qui dit qu'on peut être vraiment
la démultiplication, dans une espèce de cancer technologique qui va trop loin, etc. Sachant qu'au départ, à la racine de ça, il y a l'imagination créatrice, en fait. Et donc, c'est un autre plan de réflexion, mais comme je pense qu'un des problèmes des technosciences, bien sûr, il y a ce désir de maîtriser la nature. Bon, ok, mais c'est pas que ça. C'est aussi un désir profond chez l'humain, mais pas que chez l'humain. Je veux pas faire de distinction là, mais dans le vivant, de se dépasser techniquement, de se prolonger techniquement, de s'inventer en fait. Et ça, ça me semble pas si différent que ça du geste de l'artiste, etc. Donc, c'est un peu une question à côté que je pose, mais je pense que dans les technosciences, il y a quand même pas seulement cette prétention à représenter le tout de la nature. Moi, je pense que les scientifiques sont plus modestes que ça, mais bon, ça c'est ma vision des choses. Mais qu'il y a aussi, pas forcément sur le plan de la production de connaissances, mais sur le plan de la production technique, quelque chose qui est viscéral en fait, et que c'est ça qu'il faut interroger. Mais c'est complètement un autre angle de vue, mais qui touche à ce que tu vois comme une menace, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par réductionnisme en ce qui me concerne? Oh, c'est une pirouette. Mais il y en aurait une autre de pirouette, c'est que dire que tout monisme est menacé de dualisme, parce que le monisme s'oppose au dualisme. Enfin, je pense que... Bon, bref. C'est vraiment une pirouette. C'est-à-dire que tu sais très bien, tu as fréquenté plein d'ingénieurs et de scientifiques, et aujourd'hui... moi, je travaille à l'ENAC, comme tu sais, à l'École nationale d'aviation civile, où on est des scientifiques et des ingénieurs. Et bien sûr, il y a des gens qui veulent se simplifier la vie, mais il y en a aussi beaucoup qui remettent beaucoup les choses en question et qui veulent faire de la science autrement. Et il y a plein de gens, et même de la technique autrement. Oui, ça, j'en doute pas. Et ça reste de la science. Oui, mais moi, je parle pas des gens, je parle de ce qu'on entend par ce champ de l'activité qu'on dit la science et qui effectivement résume en moyenne l'expression de toute la diversité des personnes. Et parmi les scientifiques, on trouvera tous les cas de figure. Mais voilà, ça n'empêche pas quand même de parler de la science telle qu'elle se présente dans notre société à l'heure actuelle. Oui, tu voulais répondre, Pascal? Non, ça s'adressait à toi. Ah, mais je peux... Si on veut... on n'aura pas le temps, moi je ne veux pas occuper la parole, quoi. J'ai des choses à dire, si vous voulez. Juste un petit complément sur... Ma vision de la science est très ouverte. Quand je dis que c'est globalement, à l'heure actuelle, une rationalité fermée, justement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que cette rationalité s'ouvre énormément. Et c'est en cela qu'il me semble que ce n'est pas réductionniste. Mais voilà. D'autres personnes voulaient... Oui. Oui. C'est-à-dire... Est-ce que... Oui, mais je suis assez d'accord avec ça, sur le fait que la technique, comme l'art, pourrait être considérée par l'humain comme une manière d'exister. On est d'accord. Néanmoins, ça n'empêche pas d'interroger ce qu'on fait de cette manière d'exister concrètement. Voilà, c'est ça. Francis et Sandrine. Et Sergio. Ah, Sandrine. Après, c'est Francis. On t'a coupé la chic, là. Oui, Claudine. Claudine, pardon. Voilà, non, c'est pas grave. Il y a juste des petites formes de langage que j'ai repérées qui peut-être induisent aussi dans la pensée quelque chose d'assez peut-être... noir-blanc, blanc-noir, je ne sais pas.
mais beaucoup de termes dans ce que vous utilisez tous les deux, c'est la connaissance, la science, une rationalité, la culture scientifique, la pensée en complexité, le fonctionnement de la société. Et peut-être que aussi, si on disait les sciences, les connaissances, les cultures scientifiques, parce que c'est très divers, en fait, les arts, j'aurais envie de dire aussi. Et on dit le bébé, mais on pourrait dire les bébés, c'est comme si on disait la femme, on peut dire les femmes. Voilà. Et peut-être que dans nos modes de pensée, ça donnerait un petit peu d'ouverture et de diversité, plutôt que de cataloguer comme ça la science. Il y a des sciences effectivement très diverses, avec des modes de pensée très diverses. Ouais. Là, je veux bien répondre, si tu veux. Parce que il s'agit d'un point que tu as un petit peu éludé. Je suis tout à fait d'accord. Choisissons toujours le pluriel. C'est clair. Mais je voudrais approfondir la question des sciences. Parce que la science, c'est une simplification, je suis tout à fait d'accord. C'est aplatir l'ensemble des sciences sur un même modèle qui est celui des sciences de la matière. Or, ça, c'est mal connaître toute une série de démarches qui ne sont pas réductibles à ça. Et déjà, la biologie, c'est autre chose. Et alors, je ne parle pas des sciences de la culture, comme on disait en Allemagne au XIXe siècle. Parce que les sciences de la culture, c'est complètement différent. C'est les sciences sociales, les sciences humaines et sociales. Et ça fait partie de la science, d'une démarche scientifique. Quand vous vous posez une question de sociologie, vous ne pouvez pas... vous êtes obligé de convoquer votre caractéristique d'humain. Vous vous mettez à la place de l'autre. Ce qui n'est pas la posture du chimiste. Il ne se met pas à la place des électrons ou des atomes. Mais un sociologue, il mobilise, je dirais, sa commune humanité pour essayer de comprendre quelque chose. Alors on peut dire, oui, mais ça, c'est pas de la science. On maintient depuis au moins un siècle que c'est de la science. Une science différente, mais une science. Donc, faisons attention à ça. Et les critiques que tu fais par rapport à la science, c'est plutôt des critiques que tu adresses, et c'est légitime, aux sciences de la matière et à une certaine pratique scientifique. Parce que pour réagir à ce que disait Catherine, il me semble, si tu veux, que tu critiques la science dans un usage, ou les sciences, toi c'est la science, dans un usage dominant ou peut-être effectivement assez large, mais ce n'est pas une nécessité. La science n'implique pas qu'on soit fermé. Et je dirais, c'est tout le projet maurinien. Le projet maurinien, il ne s'agit pas de s'aborder la science, mais il s'agit de l'enrichir et de la relativiser, d'en faire un élément de connaissance qui accepte d'autres types de connaissances, qui s'en enrichit et qui mesure bien les limites de ce qu'elle peut apporter. Alors, oui, ça m'intéresserait de répondre oui, sur cette sûr. question de la science. Tu disais que, alors, sur le mettre au pluriel, pourquoi pas. C'est vrai on peut dire les humains plutôt que l'homme, ou d'ailleurs indépendamment de la question du genre, mais au pluriel, oui, d'accord, on peut dire les sciences. Néanmoins, quand je dis la science, c'est pas forcément, comme tu disais, Pascal, aplatir les sciences. Quand je dis la science, moi je fais référence à un invariant peut-être, qu'on retrouverait à travers toutes les sciences. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, cet invariant ? On pourrait le caractériser par les sciences s'obligent à partir de l'observation, par exemple. Je ne connais pas de science qui ne part pas de l'observation. Ça, c'est peut-être un invariant dans la science, dans les sciences, pardon. Il y a aussi la question métaphysique du matérialisme. Je ne connais pas de science qui ne postule pas le dualisme matérialiste, par exemple. On pourrait dire que c'est un invariant des sciences.
On a après, sur le plan méthodologique, peut-être un invariant qui est, par exemple, dans la méthode de pensée, la mise en œuvre de la réfutation comme critère de scientificité. Bref, etc. Donc, il me semble qu'à travers toutes les sciences, il y a quand même une certaine manière d'exercer la rationalité discursive qui est commune. Pardon. Et c'est ça que j'appelle la science. Mais effectivement, derrière ça, il y a l'infinie diversité des sciences. Alors, transformons, oui, la question c'est bien de transformer les sciences et peut-être même, au sens où je le disais, de transformer la science, parce que du coup, cet invariant, il est très réducteur. Mhm. Si je peux me permettre, il y a la reproductibilité qui est quand même... Oui, aussi, mais j'ai pas tout dit, oui, bien sûr. Mais c'est majeur, parce que Oui. quand on élargit le propos et qu'on est sur les connaissances, Est-ce que vous... juste une seconde pour redire dans le micro. Sandrine, oui, il me semble qu'un des critères majeurs, c'est la reproductibilité, puisque c'est quand même la revendication fondamentale des scientifiques, et qui exclut l'expérience directe, singulière, subjective et intersubjective. Donc, pour moi, c'est ça qui fait l'un des critères majeurs de différenciation, qui fait que les scientifiques aujourd'hui ne reconnaissent pas le champ de la connaissance plus large. C'est ça. Hein. Donc, ça me paraît essentiel. Oui, et puis, c'est vrai. Et il y a aussi, à travers les sciences, le fait qu'on considère que la pensée scientifique serait la seule méthode valable de compréhension du monde. Et ça, pour moi, ça c'est une fermeture absolue que je conteste. Et quand je parle de sciences ouvertes, ce serait aussi des sciences, ou si on parle de l'invariant des sciences, d'une science qui reconnaîtrait et qui travaillerait avec les autres manières d'envisager la représentation du monde qui... voilà, c'est... Voilà. Oui, ça marche. Bérénice, alors j'ai une question, j'espère qu'elle va vous convenir, mais en tout cas j'ai besoin d'éclaircissements sur le rapport des sciences avec l'espace politique. Il existe, par exemple, à Toulouse, vous connaissez à Técopole, l'atelier d'écologie politique. Donc, on voit bien que des scientifiques se réunissent dans un espace hors université pour rejouer, je dirais, leur savoir et leur connaissance avec un public, des citoyens, et avoir une pensée, je dirais, libre. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et donc, de votre point de vue de scientifique, en fait. Voilà, comment vous placez la question des sciences et du politique qui, pour moi, relève du combat politique. Voilà, j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus, parce que c'est peut-être la chose que j'ai le moins entendue dans ce cours. Et pour autant, la pensée complexe me semblerait pouvoir aider à s'inscrire dans du politique. Donc je voudrais que vous vous exprimiez là-dessus et essayer de nous éclairer. Tu veux répondre, Pascal ? Moi, je répondrai, je compléterai. Il faut s'entendre sur le mot politique. Moi, j'ai tendance à le comprendre comme la vie de la cité, c'est-à-dire les citoyens qui s'occupent de leurs propres affaires. À ce compte-là, je ne dis pas que c'est le cas en ce moment, hein. À ce compte-là, une science ouverte, évidemment, devrait impliquer les citoyens, d'une façon ou d'une autre, et c'est de fait l'ouverture de la science aux politiques. Après, si on restreint,
réduit le terme politique à politique partisane, politicienne, ça m'intéresse moins, mais en revanche, il y a quand même un lien entre la science telle qu'elle est pratiquée et ce champ politique-là, parce que, justement, ne serait-ce que parce que la science, souvent, ou les sciences, se prétendent neutres, ben, de fait, c'est finalement une façon de prendre parti pour le système tel qu'il est, et c'est pas neutre du tout, et c'est vraiment une posture politique, du coup. Bon, c'est une question fondamentale, moi je pense. Alors, on ne va pas faire l'histoire de la science, mais la science a servi. Politiquement, c'est très clair. Le racisme a été, pendant un certain temps, légitimé par le concept de race, qui était produit par des scientifiques. Bon. Mais la science elle-même est sortie de ça. C'est-à-dire qu'elle a en elle-même la capacité à discuter de ses propres résultats ou de ses propres propositions. Moi, j'aimerais réagir par rapport à ce que tu as dit. Tu l'as dit déjà initialement, la science, en gros, est au service des dominants. Ben, moi, je pense que c'est partiellement vrai, étant donné la techno-économie qui va chercher la science et qui l'enrégimente, ça c'est clair. Mais par ailleurs, la science, c'est aussi, ou les sciences, c'est aussi la capacité à critiquer une situation, à montrer les inégalités qui existent, à donner des arguments aux dominés pour sortir de leur domination. Elle n'a pas ce côté exclusivement au service des puissants. Je pense même rigoureusement l'inverse, alors probablement parce que je viens des sciences sociales et pas de l'économie. Hein, effectivement, j'entends ce que tu dis, je partage. Mais en même temps, il y a une capacité critique dans la science, mais ce n'est pas les sciences qu'on retient généralement. On considère que ça, c'est du mou, ce n'est pas vraiment du scientifique. Mais il y a une compréhension des situations aujourd'hui qui vient des sciences sociales, qui sont très peu relayées, hein, mais qui donnent des billes aux gens qui vivent des situations de domination, d'exploitation, de subordination. Ne serait-ce qu'en éclairant, en disant que ça existe, que c'est quelque chose que des gens vivent. Il faut bien un regard là-dessus, qui ne soit pas un regard exclusivement militant. Le regard militant a toute sa légitimité, mais on peut renvoyer le militant à sa militance. Le scientifique, on peut le renvoyer effectivement à ce qu'il admet a priori, mais ce qu'il admet a priori, ce n'est pas une idéologie. C'est éventuellement des fondements métaphysiques, mais ce n'est pas une idéologie. Ou alors il n'a pas d'éthique scientifique. Oui, c'est Serge là. Juste d'abord, je vais être plus terre à terre que les interventions précédentes. Alors, Michael, juste est-ce que tu pourrais éventuellement, c'est un petit détail, essayer depuis le tableau là-bas de fermer ce volet parce qu'on a très froid ici, je te remercie. Voilà. Mais ce n'était pas le but de mon intervention. Donc, je vais prolonger les propos précédents là, sur le côté politique et le projet politique. Moi, je pense que les visions et les réflexions que vous venez d'exposer, Jean-Yves et Pascal, je ne trouve pas qu'elles s'opposent tant que ça, elles se complètent, ça forme un tout. Et ça serait, évidemment, pour reprendre l'exposé de Jean-Yves, très réducteur que de les mettre dans un dualisme absolu. Par ailleurs, donc, pour parler de projets politiques, je vais d'abord citer ce qu'avait dit précédemment Jean-Yves dans une conférence. Nous pouvons fort bien faire cohabiter en nous des métaphysiques antagonistes lors que nous incorporons le principe dialogique comme manière d'être en complexité.
Ce qui est essentiel désormais est de préfigurer en parallèle une métaphysique en rupture avec la métaphysique classique, non déiste, non scientiste, non dualiste. Et il concluait en disant « La métamorphose est au prix de la dissolution de l'altérité radicale dans notre représentation de l'existant. » Alors supposons maintenant, messieurs, donc Jean-Yves et Pascal, que face à vous, il n'y ait pas les membres de l'UPM, mais il y ait des candidats politiques, des ministres, des députés, des sénateurs qui vous diraient « c'est très intéressant ce que vous dites, mais comment vous le traduisez dans un projet politique ?» Et alors, par exemple, quelqu'un qui pourrait être ministre de l'Agriculture vous dirait en 1955, il y avait 2,5 millions d'agriculteurs en France, il y en a à peine un peu moins de 500 000, avec un nombre d'exploitations agricoles qui se cassent la figure. Pourquoi ne reviendrons pas vers un modèle où, au lieu d'avoir une économie agricole très productiviste, pour reprendre les propos de Pascal, on ne reviendrait pas à une économie agricole avec davantage d'agriculteurs, davantage d'exploitations moins importantes, quoi. Donc ce qui est important aussi en tant que membre de l'UPM, c'est de comprendre ensuite comment dans un projet politique, pour changer notre monde, pour avoir une vision au service de citoyens différents, quelle matrice on peut appliquer à vos propos pour aller justement vers un changement de société qu'un certain nombre d'entre nous souhaitent. Oui, Serge, moi je suis d'accord avec toi sur l'idée que les positions qu'on exprime ne sont pas strictement antagonistes. C'est, à mon avis, deux éclairages différents sur un même projet de transformation. En l'occurrence, il y a une proposition, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, de Pascal, qui serait de transformer de l'intérieur d'un système. Et moi, j'ai tendance à privilégier la remise en question de l'extérieur du système. C'est-à-dire qu'on peut transformer dans le champ politique, effectivement, ça c'est de l'intérieur, mais on peut aussi examiner et remettre en question les paradigmes. Et pour moi, ça c'est, entre guillemets, l'extérieur du système. Alors, j'insiste beaucoup sur cette approche de l'extérieur, parce qu'elle est beaucoup moins connue, beaucoup moins pratiquée, et elle me semble indispensable. Tu fais allusion au champ économique avec l'agriculture, etc. L'option métaphysique, donc là je regarde le système de l'extérieur. L'option métaphysique est une matrice qui détermine le rapport au monde, donc qui façonne les modalités de l'économie. L'économie est adossée à une vision du monde. Et Edgar Morin, dans le volume 3 de la méthode, la connaissance de la connaissance, c'est le chapitre « La pensée symbolique », dit bien que le paradigme de la pensée mythologique projette la subjectivité sur le monde extérieur matériel. Ainsi, les conséquences du dualisme dont je parle s'expriment dans l'économie qui instrumentalise l'altérité. Et ça donne tout ce que l'on peut constater sur l'exploitation de l'altérité, sur la domination, etc. Voilà, donc en fait, d'accord pour considérer que nous donnons peut-être deux éclairages sur des manières d'appréhender la transformation. Et le projet politique alors ? Pardon ? Et le projet politique ? Je n'ai pas de réflexion particulière dans ce registre-là. Je voudrais faire un petit complément, si vous le permettez, un contrepoint. Bien sûr, il ne faut pas se tromper. Je l'ai dit au départ, nous sommes fondamentalement d'accord avec Jean-Yves sur les perspectives. Et c'est ça l'important. Moi, je m'en tiens à une perspective plus intégralement maurinienne, on va dire. Et Jean-Yves tire un petit peu en faisant une proposition originale qui est un peu orientale dans ses fondements. Mais au fond, on converge. C'est clair qu'on converge. Il ne faut pas prendre notre débat ici comme, si vous voulez, des sortes d'opposition radicale. Non, non, pas du tout. Au contraire, on est là pour nourrir notre intelligence, je ne dirais pas collective, parce que je me sentirais consultant, mais notre intelligence générale. Et nos échanges, ils ont pour vocation ça. Hein, bien comprendre. Alors,
tu nous demandes un programme politique. Bon. Je ne demande pas une réponse là, mais Oui. une vision qu'il faudra exprimer dans les travaux Mais du PMDD. elle y est, si tu veux. On peut la décliner, mais elle y est. Alors, je crois j'ai envie de dire que on est malgré tout en phase, malgré les apparences peut-être, parce que notre intention est la même. Ça, c'est fondamental. Quelle intention avons-nous? Et je pense qu'on a la même intention, et puis je pense qu'on la partage largement, tous autant qu'on est, cette intention humaniste de transformer notre société. Cette intention, elle est commune. Après, selon son parcours de vie, son tropisme pour différentes choses, on l'exprime d'une façon ou d'une autre, qui peuvent paraître par certains aspects contradictoires parfois. Mais au fond, c'est la richesse d'approches différentes pour une même intention. Alors, c'est vrai que c'est important de savoir lire à ce métaniveau l'accord qu'il y a à travers une disparité de réponses que les uns et les autres peuvent proposer. Oui. Alors, oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la complémentarité des discours. Hein. Il n'y a pas d'opposition entre nous. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, oui, pas de problème, il n'y a pas de contradiction entre les différents propos. On est d'accord sur le but essentiel, hein, qui est d'aller vers une complexité de la pensée. Et alors, on pourrait peut-être différencier savoir objectif et savoir subjectif. C'est vrai que les savoirs objectifs de type, en particulier scientifique, sont fondés sur une rationalité qui se manifeste par la recherche de la preuve. Or, la preuve, on peut la trouver dans la matière et dans le vivant. Par contre, la preuve au niveau du conscient, de cette troisième énergie qui s'appelle la conscience, elle est plus difficile à trouver. Et c'est pour ça qu'on pourrait parler de savoirs subjectifs, qui n'ont pas forcément moins de rapport à la vérité que les savoirs objectifs, mais qui sont plus difficilement prouvables, si je puis dire, par ce rapport différent à la conscience. Comment arriver à évaluer les produits de la conscience, le phénomène de la conscience. Et c'est toujours ce qu'on a dit des sciences humaines et sociales, c'est que leur degré de scientificité était soi-disant approximatif, que leur méthodologie n'était pas très ferme. Hein, ça a souvent été la critique, en particulier de certains scientistes, qui viennent de la matière et du vivant. Voilà, alors donc, pour dépasser un peu ça, c'est vrai que moi je partage l'idée que le rapport à la pensée symbolique et aux cultures et aux sagesses nous permettrait effectivement d'essayer de trouver des preuves subjectives. Voilà, il existe des preuves subjectives d'un rapport à la vérité qui serait celui des cultures, des sagesses et aussi bien sûr des sciences humaines et sociales et d'un champ plus large qui s'appelle les lettres, art, lettres, langue, art, sciences humaines et sociales. Et c'est vrai que ce déséquilibre, il est actuellement patent et qu'on en subit tous les conséquences. Tant qu'on n'aura pas trouvé des éléments de médiation qui nous permettront effectivement de relier les sciences de la matière et de la vie et les sciences de la conscience, qui incluent les cultures et les sagesses, on aura ce déséquilibre. Hein, parce que le dominant, il se fonde d'abord sur la matière et le vivant. Alors ça, c'est le paradigme actuel. Avant, on était dans le religieux, et là, c'était la conscience, la domination de la conscience d'une manière effectivement dogmatique qui pouvait entraîner les églises, l'Église catholique en l'occurrence, à des formes de domination qui n'étaient pas scientistes, mais qui étaient cléricalistes, hein, et qui étaient théologiques de nature. Voilà. Et alors donc, Edgar Morin, dans Politique de la civilisation, avec Samir Naïm, j'espère que je prononce bien le nom de cet auteur, a démontré que les sciences humaines et sociales, justement, ça peut être un élément de médiation. Et lui, puisqu'on parle de politique, il est pour professionnaliser davantage tout ce qui est en rapport avec la formation en sciences humaines et sociales. Et un exemple, c'est par exemple la médiation interculturelle. On est dans une société de la mondialisation, hein, nous avons des cités-mondes, hein, Paris et autres métropoles sont des cités-mondes, où on a beaucoup de mal justement à organiser la conscience collective, à faire que nos cultures, elles puissent s'harmoniser. Et donc, un métier nouveau, qui serait celui de la médiation interculturelle, permettrait justement d'établir ces ponts entre justement les peuples et entre les cultures. Voilà un exemple. Hein.
mais je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt de ces déséquilibres. Moi, je donnerai un autre exemple, c'est celui de l'école. Bon, j'ai fait des décennies dans le secondaire, et donc j'ai bien vu des équilibres entre les maths et le français. Ces deux disciplines dites fondamentales, hein, l'une, évidemment, excellemment fondée sur la rationalité, justement, logico-conceptuelle, hein, à base numérique, et de l'autre, le français, qui a quand même partie liée avec les lettres, donc avec la pensée symbolique. Et donc on voit bien le déséquilibre croissant qu'il y a entre les deux disciplines et entre les champs disciplinaires. Et l'orientation des élèves, bien sûr, et des étudiants, qui va de pair. Donc il y a sûrement des pistes à parcourir pour politiser le débat, hein, en tant que tel. Oui, je peux réagir. Objectif, subjectif. Je crois qu'on n'échappe jamais à la subjectivité, même dans les sciences de la matière. La subjectivité, c'est notre... et là-dessus on sera d'accord avec Jean-Yves, c'est notre caractéristique d'être sujet. La science est faite par des sujets. Hein. Le point de vue de nulle part, on ne sait pas l'inventer. C'est toujours des yeux, une conscience, des sens qui perçoivent. Donc la subjectivité, elle est toujours là. Hein. Moi, je distinguerais entre des sciences herméneutiques qui supposent l'interprétation, hein, et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On ne se met pas à la place d'un atome quand on est chimiste. Un sociologue, il est obligé de se mettre à la place, sinon il ne comprend rien. Ou alors c'est un statisticien. Bon. Et c'est très bien, les statistiques, hein, mais... oui, mais j'avais sans doute... Ah oui, la preuve. La preuve, elle est sans doute plus difficile, mais elle est nécessaire. Alors, elle n'est pas absolue, etc. Mais on aura l'occasion d'en parler, parce qu'il faut qu'on en vienne à la question sur la vérité, hein, parce que c'est quand même un point dur, ça. Le procès judiciaire, c'est à la fois de la matière et à la fois de la conscience. La préméditation, c'est la conscience. Alors, les juges, ils sont confrontés à ça, et ils doivent décider. Est-ce que c'est prémédité? Donc, il n'y a pas de vie sociale sans possibilité, à un moment donné, d'attester ce qu'on dit. Alors, la manière, c'est de savoir comment on atteste et de quoi on atteste. Hein, ça, c'est une vraie question. Mais... attester, c'est pas que la science qui a besoin de ça, hein, c'est la vie sociale. Hein, tu n'as pas fait ça, je te l'avais demandé, il faut se mettre d'accord sur ça, sinon il n'y a pas de vie sociale. C'est si simple que ça. Oui, on est totalement d'accord, Pascal. Pour moi, un savoir objectif, c'est une chimère. Voilà. Et il n'y a que des savoirs subjectifs qui portent sur des champs différents, humains ou matériels, etc. Mais il n'y a que des savoirs subjectifs, pour une bonne raison aussi, c'est que la pensée discursive repose sur des postulats, de toute façon, c'est-à-dire en fait des propositions sur lesquelles s'appuie le raisonnement, sur lesquelles on construit des théories, un ensemble de connaissances. Donc, toute pensée discursive repose sur des postulats, et un postulat n'est pas démontrable. On peut démontrer qu'une hypothèse est vraie ou fausse avec le raisonnement qu'on a mis en place. En revanche, on ne peut pas démontrer la véracité d'un postulat. Si on essaie de le faire, on tombe sur un paradoxe. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un postulat? C'est ni plus ni moins qu'une croyance. Et donc, tout l'édifice de la pensée rationnelle, aussi scientifique qu'elle soit, aussi même dans le champ des sciences dites dures, repose sur un ensemble de croyances. Voilà. Donc la pensée symbolique, elle n'est pas absente des sciences, quelles qu'elles soient. Ok, on a 3 interventions à venir, et après on fait une pause. Donc si vous pouvez être assez rapide sur les interventions. Oui, je suis un peu Michel. Je suis un peu rasséréné depuis qu'on vous a demandé d'introduire le politique dans votre réflexion. Mais le début de mon intervention, elle vient de ce que tu as dit, Pascal, à savoir que la techno-éco-science
je ne connaissais pas le concept, mais il me va très bien. Elle alimente le marché. Et je me demande si tu n'as pas arrêté ta réflexion, ta pensée, un peu trop tôt, parce que ça laisse entendre qu'en fait, c'est pour notre service à nous, en fait. Nous, les citoyens, nous, les êtres humains, nous, les consommateurs. Et je ne pense pas que le marché nous satisfasse finalement autant qu'il le dit. Et donc, est-ce que tu n'aurais pas dit que finalement, l'éco-techno-science dans le désordre, finalement, elle permet de mieux rentabiliser ou rémunérer le capital? Et donc, ça rejoint ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a une certaine dominance. Que deviennent reliance, humanisme, métamorphose dans un monde qui est relativement contraint? Est-ce qu'il vous semble que le monde dans lequel on vit est particulièrement contraint et que là, dans ces réflexions que l'on a, on répond presque à une sorte de biais cognitif qui consiste à ne pas affronter le vrai problème? Oui. Quelle posture, quelle vision du monde on peut avoir avec la chape de croyances et de postulats qu'on nous impose? Oui, moi je suis complètement d'accord. On est dans un système hyper contraint. On a du mal à envisager des solutions concrètes pour sortir de cette situation. Mais justement parce qu'il me semble qu'on n'examine pas suffisamment la question des paradigmes, la question de cette enveloppe implicite qui est notamment notre représentation du monde. Et c'est bien pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faudrait aussi, c'est pas exclusif, mais qu'il faudrait aussi travailler une autre représentation du monde pour justement débloquer les verrous qui sont de l'intérieur impossibles à débloquer. Techno, écono, hein, pas simplement éco, parce que éco ça renvoie à environnement. Écono, science. Je dirais écono-techno-science. Parce que l'économie est première. Oui, je n'ai pas voulu dire que le marché nous satisfaisait. Hein. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Par contre, je maintiens que ce qu'on appelle la science aujourd'hui, de manière très abusive, est aujourd'hui enrégimentée par l'économie, à travers la technique. Alors la technique a une logique prof, mais elle n'échappe plus à l'économie. Hein, c'est clair. Et moi, je suis de ceux qui pensent que cette logique-là est de nature à s'imposer aux humains. Hein, qu'on croit maîtriser ce processus, on ne maîtrise rien du tout. On est sujet de ce processus. Alors, est-ce qu'il suffit de bannir le dualisme? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est un résultat du dualisme? Je ne suis pas sûr non plus. Il y a des homologies, c'est clair. Il y a une dynamique là qui est très forte. Bon. Alors le paradigme, bien sûr qu'il faut l'interroger. Il faut l'interroger, on ne l'interroge jamais. Si vous voulez. Moi j'entends des discours qui sont censés être des discours de critique, y compris écologiques, mais qui reprennent les catégories qui impliquent le naturalisme, par exemple. Qui n'ont pas conscience d'être naturalistes, au sens de Descola, c'est-à-dire de faire... Vous voyez, protéger la nature, tout le monde le dit, mais protéger la nature, ça implique un naturalisme de base, c'est-à-dire une distinction entre nature-culture. Vous voyez, c'est ces implicites-là qui ne sont pas éclairés. Alors, ce n'est pas au niveau métaphysique ou pas vraiment, mais c'est pas loin. Et je suis d'accord avec Jean-Yves, on ne pose pas les questions au bon niveau. C'est pour ça qu'on apparaît des méchants théoriciens pleins dans l'abstraction. Mais c'est d'abord là que ça se passe. Et c'est vrai qu'on est dans une époque qui cherche des solutions, qui ne sait plus poser les problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des problèmes qu'on est censé résoudre. Mais justement, en réfléchissant comme ça, on ne résout rien du tout, on accroît. Donc là, on a un accord de fond avec Jean-Yves. Il faut poser des questions fondamentales. Je voudrais enchaîner justement en défendant l'idée que la métaphysique est vraiment en première, parce que la science n'est jamais dans l'air, elle est toujours incarnée dans quelqu'un, et donc elle est coexistante avec des représentations, des émotions, des intentions.
Donc c'est un des modes de connaissance, et il y en a d'autres, hein. On a parlé de connaissance symbolique, de connaissance intuitive. Il me semble que comme la question évolue vers le politique, il me semble important déjà de différencier la science en tant que connaissance et la technique. En tant que mise en œuvre, la science serait plutôt descriptive et la technique serait plutôt active. Et ce qui me semble, c'est que, et ça a été dit d'une certaine façon, ça semble porter un projet. Hein, c'est-à-dire la technique, pour beaucoup de gens, semble porter le projet d'une amélioration du monde, du confort. Le marché semble porter le projet de la satisfaction. La connaissance semble porter le projet de l'éclairement. Et en réalité, non. Et ça, je ne pense pas que ce soit la seule science qui soit au service du modèle dominant, mais tout, en fait, est au service du modèle dominant. La science, c'est paradigme, et qu'au-delà du paradigme scientifique, ou technique d'ailleurs, la question politique serait d'abord quel est le projet, hein, et donc il faudrait pour ça se libérer de ces projets apparents, hein, qui sont vendus d'ailleurs sous forme de propagande, ou qui sont liés à l'influence de la discipline, la place qu'elle occupe dans notre pensée. Mais la question politique, c'est dans quel monde voulons-nous vivre, et pour ça, on a besoin de se libérer, effectivement, d'un certain nombre de paradigmes, et on peut interroger, hein, quel est le vrai projet derrière, hein. Bon ben, je pense que je vais en gros redire ce que tu as pu dire. Donc, oui, je souhaitais revenir sur la question de la métaphysique. Enfin, oui, je souhaitais revenir sur la question de la métaphysique. De la métaphysique qui est toujours une question relativement occidentale, c'est-à-dire que Jean-Yves tout à l'heure a parlé du monisme s'opposant au dualisme, mais il y a une autre comment dire, orientation métaphysique qui serait le pluralisme. Le pluralisme au sens où c'est des mondes très différents qui composent, qui sont toujours sur la surface immanente de la Terre. Si nous devons parler tout à l'heure de Descola, il distingue des ontologies très, très, très différentes, n'est-ce pas ? Si nous parlons de l'histoire de la philosophie occidentale depuis les Grecs, nous pensons à partir d'une ontologie de l'être, un seul être. Puis les questions se compliquent, bon, etc. Sachons par ailleurs que en Chine, par exemple, la notion d'être n'existe pas. Le verbe être, sur laquelle repose toute la métaphysique occidentale grecque, donc, la notion d'être n'existe pas en Chine et n'a été introduite cette notion que aux alentours du début du siècle dernier. C'est des lectures de François Julien qui nous permettent d'appréhender un grand dehors de la métaphysique. Un dehors de la métaphysique. Donc, j'en reviens à cette idée essentielle, c'est que loin enfin pour ma part, hein, comment dire, de devoir s'arrêter à un monisme, je pense effectivement qu'il faut penser en pluralisme, en multiplicité, en
en mondes différents. Le monde scientifique n'est qu'un monde, d'une certaine manière, parmi une diversité des mondes. Voilà. Il me semble que c'est la question que nous aborderons tout à l'heure, si on parle de Descola, oui, qui est lui-même qui se revendique comme scientifique, n'est-ce pas, mais plutôt scientifique, des sciences herméneutiques, donc des sciences, disons de l'interprétation. De l'interprétation, voilà. Le monisme n'exclut pas la pluralité des mondes. Le monisme, c'est pas l'homogénéité totale, l'uniformité, non. Revenons au dualisme. Le dualisme postule l'existence de deux catégories de nature radicalement différente, irréductibles l'une à l'autre, incommensurables, la substance d'une part et la conscience de l'autre. Le non-dualisme, soit le monisme, postule que l'existant est une seule et même catégorie ontologique, c'est-à-dire que la substance et la conscience ne sont pas de nature différente, qu'il n'y a qu'une seule nature d'être. Mais à l'intérieur de cette vision moniste, on a évidemment l'expression de diversité et la pluralité des mondes possibles. Ouais, je pense qu'on en débattra peut-être après. On propose de faire un break de 10 minutes. On reprend à 11h30. 15 minutes. 35.